Collège public Ganquan, dans le centre de Shanghai. Comme tous les mardis, classe d'allemand pour ces écoliers chinois de première année, tirés à 4 épingles. Ici, pas de professeur. C'est Han Tao, un élève de 13 ans, qui est aux commandes. Veuillez prendre votre manuel. Un rôle qu'il prend très au sérieux. Page 28. Le plan, les plans, 1, 2, 3. Durant 30 minutes, le collégien mène ses camarades à la baguette. Ça paraît incroyable. Tous travaillent sérieusement, alors qu'aucun adulte ne les encadre. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que le professeur, Monsieur Lui, arrive en cours. Arrêtez-vous et levez-vous. Au total, il ne prendra la parole qu'une vingtaine de minutes. Cette méthode d'enseignement inhabituelle en France est devenue un classique à Shanghai. Son but ? Enseigner aux élèves la valeur principale de l'éducation à la chinoise, la discipline et surtout l'autodiscipline. Depuis le primaire, ils doivent s'entraîner dans toutes les matières à la discipline, parce que c'est très important pour les études. Et s'ils ne la respectent pas, ils vont apprendre moins vite. Et c'est dommage. Une méthode fondée sur l'obéissance qui porte ses fruits. D'après le programme international d'évaluation des étudiants, le PISA, les élèves de Shanghai seraient aujourd'hui les meilleurs du monde, très loin devant les Français. Comme Han Tao, ces élèves courent-ils tous vers la réussite? Ça te plaît ce cours? J'adore ça, mais là, il faut que j'aille travailler. Mégalopole de plus de 23 millions d'habitants, Shanghai est devenue la capitale économique de la Chine et une vitrine des ambitions du pays. Public ou privé, ici les écoles ont un objectif, devenir les meilleures du monde. Dans la patrie de Confucius, où le sens du devoir et de l'effort sont omniprésents, quelles sont les méthodes qu'elles utilisent pour y parvenir? À quoi ressemble le quotidien de ces élèves qui espèrent conquérir les universités du monde entier? Un lycée public dans l'est de Shanghai. L'environnement semble idyllique, avec ses allées au nom d'illustres savants et son jardin zen. Pourtant, la vie d'un étudiant ici est un parcours du combattant. Là, il est 7h05. Ça va être une longue journée? Oh oui, ça va être une longue journée. Mingyang, 17 ans, est une élève de première, d'origine modeste. Ce matin, la jeune fille et ses 40 camarades de classe enchaînent 5 cours différents. Les salles sont équipées de matériel pédagogique dernier cri. Le rythme est soutenu, sans réelle pause. En plus de 5 heures, la seule sortie qui sera accordée à Mingyang, apporter au pas de course des devoirs d'élèves à l'un de ses professeurs. J'ai que 5 minutes avant le prochain cours. Seul moment de relaxation, la gymnastique des yeux. 2 minutes de massage au milieu de la matinée pour tenir la cadence. À midi, les étudiants peuvent enfin sortir de leur salle. Tu peux courir? Mais pas question de se reposer pour autant. Mais pourquoi tu cours?
Si tu veux des plats délicieux, il faut se dépêcher. Pourquoi, il n'y en a pas assez? Ah non, ils sont limités. Ok, on court. Rapide, Min Yang a obtenu son plat préféré. Pourtant, elle ne prendra pas le temps de le déguster. Comme ses camarades, la jeune fille engloutit son repas en 15 minutes. La cause, les devoirs. Le système éducatif de Shanghai repose sur la répétition et les exercices. Très exigeant avec les élèves, les professeurs en imposent une grande quantité. Au minimum 3 heures par jour. Et toujours personne pour les encadrer, les adolescents doivent être autonomes. Durant la semaine, il n'y a pas de questions. Vous devez travailler. Vous n'avez pas le droit d'objecter. Vous devez travailler depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous devez vous coucher. Comme je veux aller dans une des meilleures universités, si je ne travaille pas autant, c'est impossible. C'est une compétition féroce. 17 heures, fin des cours pour Min Yang. Pourtant, la journée marathon est loin d'être finie. L'adolescente n'a qu'un court moment de temps libre avant de commencer ses heures d'études obligatoires. Elle en profite pour se rendre à l'English Corner. Salut Lisa. Salut David. Ce lieu est animé par David, un professeur venu d'Angleterre. Tiens, prends du thé si tu veux. Dans cet endroit, les étudiants peuvent se relaxer et discuter entre eux, à condition de parler anglais. Grâce à lui, ils parlent tous très bien cette langue. Mais pour venir ici, les lycéens ont dû faire un choix. Au moins, tu as toujours le temps de venir à l'English Corner. Oui, mais j'ai pas dîné. Moi aussi. Ça c'est mon dîner. En poste depuis quelques années, le professeur est admiratif de ses élèves. Je pense qu'ils travaillent beaucoup et je suis vraiment impressionné par ça. Et les mathématiques qu'ils apprennent ici sont d'un très haut niveau. On a eu des étudiants d'Espagne qui sont venus ici pour voir comment ils étudient et ici, ils apprennent ce que l'on apprend à l'université. Et lorsqu'on lui demande comment les étudiants occidentaux réagiraient à ce traitement, sa réponse est claire. Je pense qu'ils seraient en grève ou qu'ils se rebelleraient. Je ne pense pas qu'ils accepteraient ça. Je ne sais pas, je ne suis pas français, vous l'êtes. Mais je pense que les étudiants occidentaux ne pourraient pas tenir très longtemps. Min Yang, elle, tient le coup. Après 11 heures de travail, elle part maintenant faire ses 3 heures d'études obligatoires, jusqu'à 21 heures. Pour avoir le droit de mener cette vie, beaucoup de lycéens ont en plus dû faire de nombreux sacrifices. Plusieurs centaines d'entre eux vivent séparés de leur famille durant la semaine et dorment à l'internat de l'école. Mais pour l'institution, cela n'est encore pas suffisant. Elle n'hésite pas à s'immiscer dans leur vie privée. L'amour, une relation entre un garçon et une fille, c'est interdit. Interdit? Oui, c'est interdit. Oui. Si la relation est annoncée, l'école y mettra un terme. L'arrêtera. Nous sommes coincés dans une cage, comme des oiseaux. Pourtant, malgré ce manque de liberté, les lycéennes justifient ce système. Le pays, dans son ensemble, est plus important qu'un individu. À l'avenir, notre situation va s'améliorer. On aura plus de richesse et de puissance, plus de liberté. Nous aurons construit le pays que nous espérons. C'est pourquoi nous devons faire maintenant des efforts. On t'encourage. Le patriotisme avant le bonheur personnel et l'espoir que l'avenir sera meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont éteint la lumière. Temps écoulé. Comme tous les soirs à 22 h, extinction des feux. Avant une nouvelle journée de 14 heures de travail. Dès le plus jeune âge, les enfants de Shanghai doivent apprendre à travailler non pas pour eux-mêmes, mais surtout pour la mère patrie. Et ce système ne doit rien au hasard. L'un des hommes qui l'a élaboré il y a une trentaine d'années, c'est M. Wang. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait longtemps. Dans cette école, il est accueilli par le directeur. Pour lui, l'éducation des jeunes Chinois est avant tout un moyen de faire rayonner son pays et répond à un idéal patriotique. Pour cela, il a choisi de faire la part belle aux mathématiques et aux sciences, érigées en véritable culte. Vous aimez les sciences? Oui, on aime ça. Pourquoi vous aimez ça? Parce que c'est amusant. Les sciences permettent d'être civilisés. Si on maîtrise les sciences, on peut tout changer. Et puis n'oubliez pas que les sciences vous mèneront partout. Dans un monde où règnent les nouvelles technologies, Shanghai a donc choisi de miser sur les sciences. L'éducation y est conçue comme un instrument de pouvoir et de développement économique au service du pays. Nous avons réussi à intégrer les sciences dans l'esprit de chaque enfant, afin que la mère patrie devienne plus forte. Oui, je suis d'accord. Et c'est comme ça dans toutes les écoles publiques de la ville. Mais à Shanghai, il n'existe pas qu'un seul système éducatif. Ces dernières années, au pays du communisme, des centaines d'écoles privées ont ouvert leurs portes, profitant du boom économique. Elles aussi visent l'excellence, mais avec d'autres valeurs. La réussite personnelle des enfants est mise en avant, et aussi celle des familles, prêtes à investir beaucoup d'argent pour y parvenir. Une école de musique dans le centre-ville. Ici, une promesse, transformer les enfants en petits Mozart. Bonjour à tous. Ce matin, Qing Xuan, Yi Bei et Xiao Yu, 3 ans, débutent leur cours de musique avec l'exubérante Ying Ying. Ces enfants suivent ces cours de musique depuis 1 an. À Shanghai, il n'y a pas d'école avant le primaire. Entre 3 et 6 ans, les parents prennent eux-mêmes en main l'éducation de leurs enfants. Pour eux, ces cours sont un moyen de les préparer à leur scolarité. Je pense que ce cours est très utile. Ce professeur, outre le fait de leur enseigner la musique, elle leur apprend également des choses liées à la discipline. Et je pense que c'est très important pour son avenir d'écolier. Prêts à tout pour favoriser leur réussite, ils les soumettent déjà à un programme intensif, sans toujours oser l'admettre. C'est ma fille qui veut. D'ailleurs, elle a un programme chargé. Elle a des cours d'art plastique, des cours de dessin, des cours de musique, des cours de peinture traditionnelle. Et récemment, elle a voulu aussi apprendre à nager. Tout cela, c'est elle qui l'a choisi. Tout au long de leur scolarité, les cours extrascolaires sont devenus une quasi-obligation pour les jeunes Shanghaïens. Dès le primaire, le week-end, les 3/4 des élèves participent à des classes de soutien, dans des espaces souvent minuscules d'à peine 3 mètres carrés, où ils s'entassent avec leurs professeurs. Avec tout ce travail, les jeunes ont-ils encore un peu de temps libre? La dernière fois que tu es sorti avec tes copains, c'était quand? Ah, ça fait des années. C'était pendant les vacances d'hiver? Oui. T'as déjà oublié? Au début des vacances. Pendant les vacances d'hiver, ça devait être mi-février. Moi, c'était hier. On est allé voir le film Cendrillon. Et avant?
J'ai fait 6 heures d'allemand avant. Shanghai parvient à tirer le meilleur des élèves, mais cette performance a un coût. Il est humain. Comme l'ont reconnu les autorités en 2014, le suicide des étudiants serait la première cause de mortalité des 15-24 ans. Un tabou chez ces jeunes, qui ont tout de même conscience des excès du système. Que diriez-vous aux étudiants français? Surtout les Français, ne venez pas en Chine. Et pourtant, à Shanghai, il y a déjà beaucoup de petits Français. Plus de 12 000 concitoyens vivent aujourd'hui dans le Paris de l'Est. Et avec tous ces expatriés, venus des 4 coins du monde, le système éducatif commence à évoluer. Une nouvelle pédagogie émerge, inspirée des méthodes occidentales, très loin du modèle traditionnel chinois. On part du bon côté, il n'y a pas Garance, 6 ans, fait partie des élèves qui profitent de cette éducation d'un nouveau genre. Son père, Olivier, vit ici depuis 11 ans. Entrepreneur, il s'est installé à Shanghai pour profiter des opportunités de cette ville en constante mutation. Pour sa fille, il a choisi une école alternative, Waikepao. Et mon bisou, bisou. Bonne journée. Fondée en 2007, cette école privée prétend réunir le meilleur de l'enseignement chinois et anglo-saxon, avec un credo, l'épanouissement des enfants. Une petite révolution pour la Chine. Des espaces de détente, du temps dédié aux loisirs, une pédagogie qui séduit les expatriés, mais aussi les Chinois, qui représentent 60% des élèves. Une excellence au prix élevé, 1 500 € par mois. Ce matin, cours de chinois pour Garance. Affiché. Parfait. Modifié. Très bien. Protégé. Et il faut bien prononcer. Le programme est le même que dans les écoles publiques. Mais avec seulement 20 élèves par classe, la maîtresse a pu mettre en place une méthode d'enseignement radicalement différente. À cette table, ils apprennent le chinois comme deuxième langue, donc ils ont besoin de plus d'aide dans leur apprentissage du chinois. Mais à ces autres tables, le chinois est leur langue maternelle, donc le niveau est plus élevé. On leur donne différents exercices, projets à réaliser, mais pour apprendre la même chose. Nous avons un système d'éducation centré sur les élèves. On considère leurs besoins. Ça, c'est quelque chose de très important. On ne fait pas qu'apprendre le programme scolaire, mais on change aussi un peu le programme scolaire pour satisfaire à la spécificité de l'école et des enfants. Et la technique fonctionne. Garance, inscrite depuis le début de l'année, est déjà polyglotte. Tu parles quelle langue? Français, anglais, chinois et presque changhaïen. Cette école hors du commun est devenue un modèle à Shanghai. Bon, à la maison. Conséquence, Waikepao croule sous les demandes. Et derrière son image d'école ouverte et tolérante, l'établissement met en place une compétition sans pitié pour recruter ses élèves, comme l'a découvert Olivier. Il y a eu un vrai concours, c'est incroyable, mais ça s'est fait sur un mois, c'est compliqué. Des tests de maths, tests d'anglais, tests de chinois, un test d'intelligence, des tests à l'oral, même interview des parents. Donc les deux parents avec un prof de l'école qui passe une interview sur leur engagement, leur capacité à partager avec la communauté au sein de l'école. Très sélectif. À Shanghai, l'éducation à l'occidentale, plus respectueuse de la personnalité des étudiants, commence donc à séduire les Chinois. Et certaines écoles vont encore plus loin. Elles proposent des formations pour permettre aux étudiants chinois de conquérir les meilleures universités étrangères. Lycée privé Shanghai Guanghua. Prêt? Ben, 17 ans, est un jeune prodige des échecs. Queen. Je t'ai encore battu. Depuis la rentrée, il a intégré ce lycée privé d'un nouveau genre. Moyennant 17 000 € par an, cet établissement enseigne les cours du programme scolaire anglais,
en lieu et place du programme chinois. Objectif, former les étudiants au système éducatif de l'Ouest afin de leur permettre d'entrer et d'exceller dans les meilleures universités du monde, comme Harvard ou Yale. Pour y parvenir, l'école emploie des professeurs occidentaux. Ces derniers font découvrir aux élèves des matières inexistantes dans le système public chinois, comme les travaux pratiques de chimie. Un choc culturel. Hey, j'ai réussi à avoir un résultat rose, juste comme ce qui était demandé. Tu as l'air content. Oui, c'est la première fois que je réussis cette expérience. S'il se plie à ce changement de méthode, c'est pour préparer l'avenir. Ça me prépare vraiment pour mon aventure aux États-Unis. C'est ce que les universités attendent. Vous devez être indépendant et avoir une approche critique de ce que vous lisez et des connaissances que vous apprenez. Et je crois que c'est une qualité que tous les étudiants devraient avoir. Grâce à cet enseignement, Ben devrait réussir à entrer au prestigieux MIT à Boston. Étudier dans cet établissement est son rêve depuis qu'il a 11 ans. Là-bas, il pourra faire partie de l'élite des ingénieurs en informatique. Mais ce n'est pas la seule raison qui le pousse à vouloir s'expatrier. En Chine, certaines des voix sont censurées et vous ne pouvez pas les entendre. Je veux les entendre car je veux savoir comment le monde est réellement. Je sais qu'il ne correspond pas à ce qu'on regarde à la télé ou à la radio ici. Et je ne veux pas qu'on me dise comment le monde est. Je veux le découvrir moi-même. Cette volonté d'explorer le monde, Ben la tient de son père, Jianping, qui a étudié aux États-Unis avant de revenir à Shanghai. Lui et sa femme ont des revenus modestes. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à offrir à leur fils unique cette école privée très chère. Nous devons payer des frais de scolarité élevés et ça a une influence sur notre vie. Par exemple, je ne vais pas, comme mes amis ou mes collègues de travail, aller voyager régulièrement, acheter une belle voiture ou encore acheter des produits de luxe. De plus, ce ne sont pas des choses dont j'ai envie. Je peux manger un peu moins et voyager peu, mais je pense plutôt que l'important, c'est l'éducation de mon fils. Instaurée en 1979, la politique de l'enfant unique a eu pour conséquence de renforcer l'esprit de sacrifice des parents chinois. Pour poursuivre son rêve et celui de ses parents, Ben se rend à un salon organisé par les universités américaines pour recruter les élèves de la ville. Mais contrairement aux autres étudiants, il a mis au point une stratégie pour se faire remarquer. Il ne vient pas ici pour postuler, mais au contraire pour travailler bénévolement comme traducteur pour l'une de ces universités. C'est quand le recrutement ? Quand ? Ça dépend du programme. Les membres de la commission d'intégration pensent que c'est important d'avoir beaucoup d'expérience de bénévolat. Depuis quelques années, ces événements sont devenus fréquents à Shanghai. La réputation des élèves et celle des parents, prêts à tous les sacrifices, attire ces écoles aux frais de scolarité élevés, près de 40 000 € annuels. Mais une autre raison explique leur présence. La Chine a un rôle important dans les affaires avec les États-Unis. Et donc les étudiants américains doivent mieux connaître les Chinois pour mieux comprendre leur culture et pour qu'à l'avenir, nous puissions faire de meilleures affaires ensemble. La renommée des étudiants de Shanghai a permis à la ville de rayonner partout dans le monde. On les retrouve aujourd'hui sur les bancs des meilleures écoles, comme en France, à Polytechnique. Dans l'amphithéâtre,
la future élite des ingénieurs hexagonaux. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens D de F en alpha de T, alpha prime de T, ça pris en T égale 0. Parmi eux, Yixin, une Shanghaïenne. Arrivée en France, elle a intégré sans difficulté cette grande école après une classe préparatoire. Un succès qui n'a pas étonné la jeune fille. Quand je suis arrivée en France, j'ai pu constater que j'ai eu beaucoup d'avance par rapport à mes camarades françaises grâce à mes études secondaires à Shanghai. Un petit exemple sur les formules trigonométriques. Nous, on a fait en collège, alors qu'en prépa, les élèves français, ils ne savent pas le faire et puis ils ont trouvé que c'est très difficile de les trouver. C'est vraiment une montagne pour eux, pour connaître toutes ces formules, alors que pour nous, c'était vraiment facile. Une supériorité indéniable en mathématiques. Pourtant, elle s'aperçoit rapidement que l'éducation qu'elle a reçue dans l'enseignement public chinois comporte des lacunes. À Shanghai, je ne travaille pas du tout en cours d'histoire, par exemple, parce qu'au bac, on n'a pas d'époque de l'histoire, donc on passait tout notre temps à travailler dans les domaines scientifiques. Et du coup, quand je suis arrivée en France, tous les gens autour de moi connaissaient beaucoup de choses sur l'histoire, sur le monde, sur la politique, et moi je connaissais rien. J'ai eu l'impression d'être assez inculte par rapport à mes camarades français. Je suis pas sûr que ce soit formidable. Grâce à ses études à Polytechnique, Yixin a également découvert les joies de la vie étudiante française, comme ces moments de détente entre amis sur le campus ou les activités associatives. Une expérience enrichissante qui a changé sa vision de l'avenir. J'aimerais soit rester en France, soit partir dans un autre pays, mais pas retourner en Chine. Si je retourne en Chine, j'aurais un décalage avec la culture chinoise. Parce qu'en France, j'ai vécu tellement de choses qui m'a tellement changé que je suis plus dans le même état d'esprit que quand j'étais en Chine. Pur produit de l'éducation patriotique à la chinoise, Yixin semble donc avoir cédé au charme de l'art de vivre à la française. Preuve que malgré ses défauts, le système éducatif français garde encore quelques atouts.